Dictionnaire de la sagesse antique. A comme ami, amitié. Tout doit être commun entre amis, l'amitié et l'égalité. Pythagore, cité par Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Entre amis, tout est commun. Platon, Phèdre. Le nom d'ami est commun, mais rare l'amitié vraiment sûre. Devant les fondations d'une petite maison que se faisait bâtir Socrate dont je veux bien subir la mort à condition d'obtenir la même gloire, renonçant à me défendre contre la haine pourvu qu'on me déclare innocent une fois réduit en cendres, je ne sais quel homme de la foule se mit, comme il arrive d'ordinaire, à l'interpeller. « Pour un homme tel que toi, ta maison est minuscule. » « Puissais-je, répondit Socrate, telle qu'elle est, la remplir de vrais amis. » Phèdre, Fable. L'amitié est en effet une certaine vertu, ou ne va pas sans vertu. De plus, elle est ce qu'il y a de plus nécessaire pour vivre. Car sans amis, personne ne choisirait de vivre, eût-il tous les autres biens. Et de fait, les gens riches et ceux qui possèdent autorité et pouvoir semblent bien avoir plus que quiconque besoin d'amis. À quoi servirait une pareille prospérité une fois ôtée la possibilité de répandre des bienfaits, laquelle se manifeste principalement et de la façon la plus digne d'éloge à l'égard des amis? Ou encore, comment cette prospérité serait-elle gardée et préservée sans amis? Car plus elle est grande, plus elle est exposée au risque. Et dans la pauvreté, comme dans toute autre infortune, les hommes pensent que les amis sont l'unique refuge. L'amitié, d'ailleurs, est un secours aux jeunes gens, pour les préserver de l'erreur, aux vieillards, pour leur assurer des soins et suppléer à leur manque d'activité dû à la faiblesse, à ceux enfin qui sont dans la fleur de l'âge pour les inciter aux nobles actions. De plus, l'affection est, semble-t-il, un sentiment naturel du père pour sa progéniture et de celle-ci pour le père, non seulement chez l'homme, mais encore chez les oiseaux et la plupart des animaux. Les individus de même race ressentent aussi une amitié mutuelle, principalement dans l'espèce humaine, et c'est pourquoi nous louons les hommes qui sont bons pour les autres. Même au cours de nos voyages au loin, nous pouvons constater à quel point l'homme ressent toujours de l'affinité et de l'amitié pour l'homme. L'amitié semble aussi constituer le lien des cités, et les législateurs paraissent y attacher un plus grand prix qu'à la justice même. En effet, la concorde, qui paraît bien être un sentiment voisin de l'amitié, est ce que recherchent avant tout les législateurs, alors que l'esprit de faction, qui est son ennemi, est ce qu'ils pourchassent avec le plus d'énergie. Et quand les hommes sont amis, il n'y a plus besoin de justice, tandis que s'ils se contentent d'être justes, ils ont en outre besoin d'amitié, et la plus haute expression de la justice est, dans l'opinion générale, de la nature de l'amitié. Non seulement l'amitié est une chose nécessaire, mais elle est aussi une chose noble. Nous louons ceux qui aiment leurs amis, et la possession d'un grand nombre d'amis est regardée comme un bel avantage. Certains pensent même qu'il n'y a aucune différence entre un homme bon et un véritable ami. Aristote, Éthique à Nicomaque. Quand les hommes ont l'un pour l'autre une amitié partagée, ils se souhaitent réciproquement du bien, d'après l'objet qui est à l'origine de leur amitié. Ainsi donc, ceux dont l'amitié réciproque a pour source l'utilité ne s'aiment pas l'un l'autre pour eux-mêmes, mais en tant qu'il y a quelque bien qu'ils retirent l'un de l'autre. De même encore, ceux dont l'amitié repose sur le plaisir, ce n'est pas en raison de ce que les gens d'esprit sont ce qu'ils sont en eux-mêmes qu'ils les chérissent, mais parce qu'ils les trouvent agréables personnellement. Par suite, ceux dont l'amitié est fondée sur l'utilité aiment pour leur propre bien, et ceux qui aiment en raison du plaisir pour leur propre agrément, et non pas dans l'un et l'autre cas en tant ce qu'est en elle-même la personne aimée,
mais en tant qu'elle est utile ou agréable. Dès lors, ces amitiés ont un caractère accidentel, puisque ce n'est pas en tant ce qu'elle est essentiellement que la personne aimée est aimée, mais en tant qu'elle procure quelque bien ou quelque plaisir, selon les cas. Les amitiés de ce genre sont par suite fragiles. Dès que les deux amis ne demeurent pas pareils à ce qu'ils étaient, s'ils ne sont plus agréables ou utiles l'un à l'autre, ils cessent d'être amis. Or, l'utilité n'est pas une chose durable, mais elle varie suivant les époques. Aussi, quand la cause qui faisait l'amitié a disparu, l'amitié elle-même est-elle rompue, attendu que l'amitié n'existe qu'en vue de la fin en question. Aristote, Éthique à Nicomaque. Mais la parfaite amitié est celle des hommes vertueux, et qui sont semblables en vertu, car ces amis-là se souhaitent pareillement du bien les uns aux autres en tant qu'ils sont bons, et ils sont bons par eux-mêmes. Mais ceux qui souhaitent du bien à leurs amis pour l'amour de ces derniers sont des amis par excellence, puisqu'ils se comportent ainsi l'un envers l'autre en raison de la propre nature de chacun d'eux, et non par accident. Aussi, leur amitié persiste-t-elle aussi longtemps qu'ils sont eux-mêmes bons, et la vertu est une disposition stable. Et chacun d'eux est bon à la fois absolument et pour son ami, puisque les hommes bons sont en même temps bons absolument et utiles les uns aux autres. Et de la même façon qu'ils sont bons, ils sont agréables aussi l'un pour l'autre. Les hommes bons sont à la fois agréables absolument et agréables les uns pour les autres, puisque chacun fait résider son plaisir dans les actions qui expriment son caractère propre, et par suite dans celles qui sont de même nature, et que d'autre part, les actions des gens de bien sont identiques ou semblables à celles des autres gens de bien. Il est normal qu'une amitié de ce genre soit stable, car en elle se trouvent réunies toutes les qualités qui doivent appartenir aux amis. Toute amitié, en effet, a pour source le bien ou le plaisir. Bien ou plaisir envisagé soit au sens absolu, soit seulement pour celui qui aime, c'est-à-dire en raison d'une certaine ressemblance. Mais dans le cas de cette amitié, toutes les qualités que nous avons indiquées appartiennent aux amis par eux-mêmes, car en cette amitié, les amis sont semblables aussi pour les autres qualités. Et ce qui est bon absolument est aussi agréable absolument. Or, ce sont là les principaux objets de l'amitié, et dès lors l'affection et l'amitié existent chez ces amis au plus haut degré et en la forme la plus excellente. Il est naturel que les amitiés de cette espèce soient rares, car de tels hommes sont en petit nombre. En outre, elles exigent comme condition supplémentaire du temps et des habitudes communes, car, selon le proverbe, il n'est pas possible de se connaître l'un l'autre avant d'avoir consommé ensemble la mesure de sel dont parle le dicton, ni d'admettre quelqu'un dans son amitié, ou d'être réellement ami avant que chacun des intéressés se soit montré à l'autre comme un digne objet d'amitié et lui ait inspiré de la confiance. Et ceux qui s'engagent rapidement dans les liens d'une amitié réciproque ont assurément la volonté d'être amis. Mais ils ne le sont pas en réalité, à moins qu'ils ne soient aussi dignes d'être aimés l'un et l'autre, et qu'ils aient connaissance de leurs sentiments. Car si la volonté de contracter une amitié est prompte, l'amitié ne l'est pas. Aristote, Éthique à Nicomaque. L'amitié est donc surtout celle des gens vertueux, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises. On admet en effet que ce qui est bon ou plaisant au sens absolu est digne d'amitié et de choix, tandis que ce qui est bon ou plaisant pour telle personne déterminée n'est digne d'amitié et de choix que pour elle. Et l'homme vertueux l'est pour l'homme vertueux pour ces deux raisons à la fois. L'attachement semble être une émotion et l'amitié une disposition. Car l'attachement s'adresse même aux êtres inanimés, mais l'amour réciproque s'accompagne d'un choix délibéré, et ce choix provient d'une disposition. Et quand les hommes souhaitent du bien à ceux qu'ils aiment, pour l'amour même de ceux-ci, ce sentiment
relève non pas d'une émotion, mais d'une disposition. En aimant leur ami, ils aiment ce qui est bon pour eux-mêmes, puisque l'homme bon, en devenant un ami, devient un bien pour celui qui est son ami. Ainsi, chacun des deux amis à la fois aime son propre bien et rend exactement à l'autre ce qu'il en reçoit, en souhait et en plaisir. On dit en effet que l'amitié est une égalité, et c'est principalement dans l'amitié entre gens de bien que ces marques se rencontrent. Aristote, Éthique à Nicomaque. Celui qui est fortement persuadé qu'il n'y a rien dans la vie de plus solide que l'amitié, c'est l'art d'affermir son esprit contre la crainte que donne la durée ou l'éternité de la douleur. Épicure, maxime capitale. On demandait à Zénon « Qu'est-ce qu'un ami ?» Il répondit « Un autre moi-même. » Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Un véritable ami est comme un autre soi-même. Cicéron, de l'amitié. L'amitié est comme une terre où l'on sème. Proverbe de l'école épicurienne. L'amitié n'est autre chose qu'un accord en toutes choses divines et humaines auxquelles se joignent la bienveillance et l'affection mutuelle. Certes, à part la sagesse, je ne crois pas que les dieux immortels aient rien donné de meilleur à l'homme. L'amitié entre gens de qualité a, en toutes circonstances, des douceurs telles que j'ai peine à les traduire en paroles. Et d'abord, conçoit-on une vie qui en vaille la peine, comme dit Ennius, s'il lui manque le repos que donne à l'âme la bienveillance mutuelle d'un ami pour son ami ? Quoi de plus délicieux que d'avoir quelqu'un avec qui l'on ne craint pas de s'entretenir comme avec soi-même ? Que deviendrait le plaisir que nous goûtons quand la fortune nous sourit s'il ne se trouvait personne pour en jouir autant que nous ? Et quand, au contraire, nous sommes malheureux, nous aurions peine à le supporter sans quelqu'un qui s'en affecte encore plus que nous. Les autres objets du désir, enfin, conviennent chacun à une fin généralement unique. La richesse sert à satisfaire nos besoins matériels, l'influence fait qu'on est recherché, les honneurs nous valent de la considération, les plaisirs des jouissances, la santé nous affranchit de la douleur et permet à l'organisme de s'acquitter de ses fonctions. L'amitié s'étend à presque tout ce qui est de la vie. Quoi que l'on se propose, elle est prête à offrir son concours. Elle n'est étrangère à rien de ce qui nous intéresse. Jamais elle ne paraît intempestive, jamais elle ne pèse. Et ainsi, dans la plupart des circonstances, c'est moins d'eau et de feu que nous avons besoin, comme on dit, que d'amitié. Je ne parle pas ici d'une amitié vulgaire ou seulement moyenne, encore que même à ce niveau, l'amitié est déjà du charme et de l'utilité. Je parle d'une amitié vraie, parfaite, comme celle qui unissait les amis peu nombreux dont on cite les noms. En vérité, je vous le dis, l'amitié rend plus clair les jours heureux, et dans les mauvais, elle allège notre peine en y prenant part, en la faisant sienne. Cicéron, de l'amitié. Tu as beaucoup d'amis, tu détiens un trésor. Ménandre, sentence monostique. Ne traite jamais un ami comme un frère, ou alors si tu le fais, ne commence pas à mal agir envers lui. Ne mens pas pour le plaisir de parler. Si ton ami commence à t'offenser par ses discours ou par ses actions, souviens-toi de le punir 2 fois. Cependant, s'il désire retrouver ton amitié et t'offre lui-même une juste réparation, ne refuse pas. On est trop malheureux quand on change d'amis trop souvent. Hésiode, les travaux et les jours.
Évite toute dispute avec un ami. La colère engendre la haine. La concorde entretient l'amitié. Denise Caton, Distique Moreau. Ne condamne jamais un ancien ami. S'il a changé de conduite, rappelle-toi votre premier attachement. Denis Caton, Distique Moreau. Il est beau de donner tout et de ne rien exiger. Moins on possède, plus on doit donner à ses amis. L'amitié aime l'égalité. Elle rend égaux ce qu'elle unit. Une amitié qui finit n'a même pas commencé. La loyauté est le seul lien stable de l'amitié. Qui craint un ami ne connaît pas la valeur de ce mot. Prends garde de croire quelqu'un ton ami avant de l'avoir éprouvé. Si tu tolères les vices d'un ami, tu en fais les tiens. Tu peux avec raison regarder les fautes de ton ami comme les tiennes. Admoneste tes amis en secret, loue-les en public. Il n'est pas permis de blesser un ami, même en plaisantant. Forcer un ami à rougir, c'est le perdre. Perdre un ami est la plus grande de toutes les pertes. Il faut te conduire avec ton ami comme s'il pouvait devenir ton ennemi. Celui qui se méfie de son ami apprend à son ami à se méfier de lui. Une demeure n'est jamais étroite quand on y reçoit beaucoup d'amis. La prospérité fait des amis, l'adversité les éprouve. Publilius Cyrus, sentence. Quand je suis heureux, j'ai beaucoup d'amis. Mais qu'il m'avienne quelque chose de fâcheux, bien peu me garde fidélité. Théonise de Mégare, sentence. Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis. Si le temps se couvre de nuages, tu resteras seul. Vois comme les colombes sont attirées par la blancheur des édifices, tandis que la tour, noircie par le temps, n'est visitée d'aucun oiseau. Jamais les fourmis ne se dirigent vers les greniers vides, jamais les amis vers les prospérités évanouies. Comme notre ombre nous accompagne fidèlement tant que nous marchons au soleil, et nous quitte si l'astre est caché par les nuages. De même le vulgaire inconstant règle sa marche sur l'éclat de notre étoile et s'éloigne dès qu'un nuage vient à l'éclipser. Ovide. Ennius a raison de dire « L'ami sûr se reconnaît dans les situations qui ne sont pas sûres. » Encore faut-il observer que la faiblesse et la légèreté de la plupart des hommes éclatent dans deux cas. La prospérité les rend méprisants, le malheur d'autrui infidèle. Quand donc un homme soumis à l'une et l'autre épreuve aura montré qu'il était un ami sérieux, ferme, inébranlable, il faudra reconnaître qu'il est d'une espèce bien rare et presque divine. Cicéron, de l'amitié. Deux amis qui voyageaient ensemble traversaient une forêt, lorsque surgit une ours qui leur barre le chemin. Aussitôt, l'un des deux hommes grimpe sur un arbre pour se cacher. Se sentant sur le point d'être pris, l'autre se laisse tomber sur le sol et fait le mort. L'ours s'approche, tend son museau et se met à le flairer un peu partout. Le pauvre voyageur retient sa respiration, car à ce qu'on dit, les ours ne touchent pas à un cadavre. Dès que l'ours fut éloigné, l'autre homme descendit de son arbre. Curieux, il voulait savoir ce que l'animal avait bien pu dire à l'oreille de son compère. « De ne plus voyager désormais avec des amis qui vous laissent tomber en plein danger, » répondit le rescapé. La fable montre que c'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses vrais amis. Ésope, fable. L'ours et les voyageurs.
Celui qui te loue seulement lorsqu'il est sous tes yeux, et qui, hors de ta présence, dirige contre toi les traits de sa langue médisante, n'est pas un bien bon ami. Il ne l'est pas non plus celui dont le langage est bienveillant et les pensées tout autres. Je veux un ami qui, connaissant les défauts de l'homme auquel il s'attache, le supporte comme un frère. Médite là-dessus, ô mon ami, et quelques jours, tu te souviendras de moi. Théonise de Mégare, sentence. Diogène disait qu'il faut tendre la main à ses amis sans fermer les doigts. Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Tu prétends qu'on me reproche de louer mes amis en toute occasion et sans mesure. J'avoue mon crime, et j'en fais gloire. Rien de plus honorable que de pécher par excès d'indulgence. Quels sont au reste ceux qui connaissent mieux mes amis que moi-même? Et quand ils les connaîtraient mieux, pourquoi m'envier une si douce erreur? Si mes amis ne sont pas tels que je le dis, je suis toujours heureux de le croire. Que ces critiques portent donc ailleurs leur fâcheuse délicatesse. Ils trouveront bien des personnes pour penser que déchirer ses amis est une preuve d'intelligence. Pour moi, on ne me persuadera jamais que j'aime trop les miens. Adieu. Pline le Jeune. Lettre. Quel plaisir de penser que si la postérité s'occupe de nous, on parlera partout de notre amitié, de notre franchise, de notre loyauté. Ce sera un spectacle rare et intéressant que celui de deux hommes à peu près de même âge et de même rang, de quelques célébrités dans les lettres. Si je n'en dis pas plus de toi, c'est que je parle en même temps de moi, qui s'encourageaient mutuellement dans leurs études. Pour moi, dès ma plus tendre jeunesse, en te voyant déjà dans l'éclat de ta gloire, j'aspirais à marcher sur tes traces. Il y avait alors à Rome beaucoup d'illustres génies, mais la conformité de nos esprits te désignait pour moi comme celui que je pouvais le mieux imiter et comme le plus digne modèle. Voilà pourquoi je suis si flatté qu'on nous cite ensemble dans les entretiens littéraires et qu'on pense à moi dès qu'on parle de toi. Il est plus d'un écrivain qu'on nous préfère, mais que m'importe le rang, pourvu qu'on m'y place avec toi. Être le plus près de toi, c'est être le premier. Pline le Jeune, Lettre. Ainsi le veut la nature. Rien n'avive et n'enflamme l'amitié comme la crainte de perdre ce que nous aimons. Pline le Jeune, Lettre.